Merci de choisir ITV, merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Mokhtar Sarr, cofondateur et directeur général de M&A Capital, une société d'investissement, notre invité. Bienvenue Mokhtar et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mokhtar, merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, donc aujourd'hui Mokhtar, nous allons évoquer une problématique qui touche l'ensemble des pays en voie de développement, notamment le Sénégal, à savoir l'impact des fonds d'investissement sur la croissance économique. En d'autres termes, les fonds d'investissement sont-ils un levier ou un frein à la croissance économique? Alors la question qui sera le fil conducteur de notre émission sera de savoir quel est l'impact de l'action des fonds d'investissement sur la croissance actuelle de nos pays. Et est-ce une bonne chose en ce sens où ces fonds favorisent une croissance plus saine ou une mauvaise chose? Merci beaucoup encore une fois au mot. Je pense que puis surtout de m'avoir convié à cette discussion assez intéressante qui pour nous en fait n'est qu'une continuation de ce qu'on fait à M&A Capital qui, comme vous le disiez tantôt, est une société d'investissement lancée en 2016 avec mon associé Mme Aïssatou Ndao Doublon. Si vous voulez répondre rapidement, déjà, je pense qu'en parlant des fonds d'investissement, il est important de pouvoir camper le débat. C'est quoi un fonds d'investissement? Exactement, vous m'avez marché sur la langue, allez-y. Exactement. Donc, nous disons M&A, c'est une société d'investissement. Mais quand on dit que c'est une société d'investissement, c'est par rapport au contexte et à une situation économique qu'on est en train de vivre. Mais le fonds d'investissement, c'est quoi exactement? C'est un véhicule financier. Quand on dit un véhicule en langage plus normal, moins barbare qu'on utilise dans le jargon financier, c'est une société où des gens mettent de l'argent et qui a vocation de prendre des participations dans d'autres sociétés afin tout simplement, comme on le dit, de tirer la plus grande valeur, la plus grande rentabilité de leurs fonds tout en impactant des économies. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit des gens qui mettent de l'argent dans une société et cette société qui va prendre des participations dans d'autres sociétés qui rentrent dans les mécanismes qui ont été définis en amont. C'est aussi simple que ça. Quand vous dites les gens, c'est qui? C'est les investisseurs. Il s'agit des personnes physiques, il s'agit de personnes morales, des institutions qui aujourd'hui... Public-privé? Public-privé, ça va dans les deux sens. On pourra parler un peu de la nature des différents fonds, que ce soit des fonds souverains qu'on a ici. Donc, qu'il s'agit de l'argent public, de l'argent mis dans une société et qui a vocation de prendre des participations. On en a au Sénégal avec le fonds 6, on en a au Gabon avec le fonds souverain. Mais tout cela, c'est une réplique en fait de tous les pays qui ont de l'argent public excédentaire et qui ont jugé nécessaire de l'investir dans d'autres actifs pour le long terme et pour les générations futures à venir. À côté de cela, en fait, il y a des investisseurs qui aujourd'hui sont à la recherche permanente en fait d'une plus grande rentabilité de leurs fonds, de leur argent, qui cherchent aujourd'hui à maximiser le profit. À partir de ce moment, ils cherchent à se regrouper, à le mettre dans une société, et cette société maintenant qui va identifier suivant les orientations. Là, à ce niveau, il faut sortir plusieurs types de fonds. Il y a des fonds qui déjà géographiquement sont définis pour dire ce fonds n'investit qu'en Afrique, ou ce fonds n'investit qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ou bien dans les pays arabes. Ça, c'est vraiment une orientation géographique que les fonds donnent de façon globale. Ensuite, il y a une orientation purement sectorielle, pour dire c'est des fonds qui investissent dans tout ce qui est technologie, des fonds qui investissent uniquement dans l'agribusiness, des fonds qui investissent dans la santé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et enfin, la dernière orientation, c'est en termes de tickets, pour dire le fonds n'investit que sur des tickets entre 1 et 1 million, entre 1 million et 10 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand on regroupe tout cela, on a à peu près toutes les catégories de fonds d'investissement qui existent, mais qui partagent quelque chose d'assez intéressant et de fondamental, c'est que le fonds d'investissement, dans sa définition de base, a une durée de vie entre 5 ans et 7 ans. Quand on dit cela, ça veut dire qu'ils investissent dans une société, mais ont vocation à sortir de cette société. Quand on dit sortir, ça veut dire récupérer leur investissement et leur profit dans un délai entre 5 ans et 7 ans. Et ce mécanisme leur permet de pouvoir réinvestir ailleurs, tirer ce profit. Ça peut se passer bien, comme ça peut mal se passer, mais dans l'un ou l'autre, cette sortie leur permet de pouvoir réorienter leurs capitaux, l'argent qu'ils ont, dans des secteurs ou bien dans des pays où ils pensent qu'ils pourront tirer le maximum de profit. Vraiment de façon très, très ramassée et assez terre à terre,
Ce n'est ni diable, j'allais dire, ni compliqué, mais c'est juste des gens, des institutions qui ont mis de l'argent dans une société et que cette société prend des participations dans d'autres sociétés suivant la déclinaison qui a été donnée. Ça me permet juste de faire une petite comparaison pour dire qu'au Sénégal, on a pendant longtemps eu des holdings. Oui. Et ces holdings ont une différence nette avec les fonds. Oui. Parce que ces holdings investissent en fait dans des sociétés des propriétaires de la holding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Mokhtar, j'ai 2-3 sociétés, j'ai de l'argent dans mon holding, mais quand je réinvestis dans mes sociétés. Et c'est là où il y a une petite nuance en fait entre le fonds d'investissement qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus ouvert, qui a tendance à chercher un peu partout. Et d'ailleurs même, c'est le sens dans l'organisation, peut-être on pourra parler tout à l'heure de l'organisation et de la structuration des fonds d'investissement, oui, pour comprendre pourquoi un fonds est différent d'une société holding, comme on l'a connu jusqu'à un passé très récent et qu'on continue de le voir, où on a des champions qui ont structuré tout leur business autour des holdings qui sont en train de croître, mais qui ne répondent toujours pas à ces critères de fonds. Avant de fermer cette parenthèse, on va en profiter pour, vous allez nous donner la définition aussi de croissance inclusive qui est forcément liée au fonds d'investissement. Ok. Juste avant de répondre à cette question, la différence entre le fonds, je vous disais tantôt que M&A Capital, c'est une société d'investissement, pas un fonds. Parce que tout simplement, le fonds, comme je l'ai dit tantôt, a vocation à sortir entre 5 ans et 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets de l'argent dans l'entreprise de Oumou Kalsoum. On a défini un TRI, un taux de rendement qui a été accepté. Et on a défini, avant même que je rentre, que dans 5 ans ou dans 7 ans, voici le mécanisme qui va me permettre de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oumou Kalsoum aura généré suffisamment d'argent pour me racheter mes actions, plus mon rendement. Oumou Kalsoum va tirer de l'argent de la boîte ou bien de l'argent qu'elle avait mis de côté pour me racheter mes actions, ou tout simplement il y a un autre fonds qui dans les 5 ans pourrait être intéressé à racheter mes actions. Donc, mais dans l'un ou l'autre, il y a une sortie qui est constatée au bout de 5 ans, 7 ans. Alors, pour nous, en lançant M&A en 2016, on s'est dit la problématique de nos entreprises, c'est quoi? Souvent, le temps de développement et le temps de maturation des entreprises sénégalaises, il est beaucoup plus long qu'en Europe pour des raisons diverses, que ce soit l'environnement macroéconomique, que ce soit la maturité du marché. Donc, si aujourd'hui un fonds qui rentre au bout de 4 ans, 5 ans, au moment où la PME ou l'entreprise de façon générale vient juste de se stabiliser et vraiment prête pour aller sur le marché de façon beaucoup plus significative, de façon beaucoup plus agressive, le fonds se retire. Ça peut porter un handicap à l'entreprise et sa croissance. En impact de trésorerie, souvent c'est ce qui arrive parce qu'on a pompé la trésorerie pour pouvoir racheter les actions du fonds ou tout simplement parce que on n'a pas su acclamer proprement les procédures pour faire le next step. On s'est dit dans ce cas de figure, ce n'est pas intéressant de monter un fonds pour une sortie dans 5 ans. Et c'est la raison pour laquelle on s'est structuré en société d'investissement. Qui a défini la maturité des fonds? Ça a été défini de façon internationale. Nous, on n'a pas créé les fonds en Afrique. D'ailleurs, les premiers investissements qui ont été faits en Afrique par les fonds ont été faits remotely, pour dire depuis l'étranger. Si on prend le cas du fonds Abraj, qui est aux Émirats Arabes Unis, qui était actionnaire, même si les gens ne le savaient pas, dans Madforce, mais depuis Dubaï, qui était actionnaire aussi dans les ciments du Sahel, depuis Dubaï, le fonds ECP, donc, qui n'est même pas ici, qui est sur les îles Maurice. Donc, c'est des fonds étrangers basés aux îles Maurice ou bien basés ailleurs, qui investissaient directement dans les grandes entreprises que nous considérons comme des grandes entreprises, mais eux comme des opportunités. C'est là où vraiment cette définition a été campée, et pour permettre aux gens de faire tourner l'argent dans les délais de 5-7 ans. Maintenant, en tant que société d'investissement, on ne se pose pas cette contrainte. La société d'investissement n'a pas vocation à sortir, parce qu'on s'est dit, la seule sortie qui est acceptable pour nous, c'est de sortir vers la bourse. De dire qu'on a structuré l'entreprise, qu'on a généré du profit et qu'on a amené l'entreprise vers la bourse où nous, notre sortie ne gêne pas l'entreprise, mais aussi on offre à l'entreprise la possibilité d'avoir d'autres investisseurs qui sont sur la place pour pouvoir accompagner sa croissance. C'est là où se trouve cette petite nuance entre le fonds d'investissement et la société d'investissement. Et en parlant de croissance, donnez-nous la définition de la croissance inclusive. Écoutez, une croissance inclusive, je pense que les mots sont assez éloquents. C'est une croissance portée de l'intérieur qui permet aujourd'hui à une entreprise ou à un écosystème ou à un acteur économique de s'appuyer sur ses propres forces pour pouvoir se développer.
Ça, c'est vraiment la définition la plus, sans risque de se tromper. Maintenant, d'autres pourront tenter de donner d'autres définitions. Mais dans l'un ou l'autre, le fonds d'investissement et la croissance inclusive, pour moi, c'est deux notions qu'on peut détacher. Parce que tout simplement, tout dépend de l'origine des fonds. Si aujourd'hui, nous avons des fonds étrangers, il sera très difficile de parler de croissance inclusive dans la mesure où la valeur qui sera créée sera une valeur qui sera exportée. De facto. Donc, si aujourd'hui nous arrivons à structurer des fonds ou des sociétés d'investissement à capitaux essentiellement sénégalais qui viennent de l'épargne des Sénégalais, qui viennent aujourd'hui des institutions sénégalaises, il est sûr et certain que cette valeur qui pourra être appelée résultat net, dividende, whatever, vraiment, quelle que soit l'appellation, on peut être sûr que cette croissance elle est inclusive parce qu'elle a été portée de l'intérieur par des acteurs qui sont des acteurs nationaux et des acteurs sénégalais. Ce que vous venez de dire, c'est impossible de l'appliquer au Sénégal. Ça bloque où? Non, il n'y a pas de rien d'impossible dans la vie. Mais de façon pragmatique, est-ce que c'est applicable dans un moyen, à long terme? C'est à vous de me dire. Écoutez, c'est très applicable et c'est appliqué même parce que dans l'évolution des... On va en profiter pour faire l'état des lieux, des fonds d'investissement au Sénégal. Je pense que cet état des lieux nous permettra de comprendre que c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Et comme je vous disais, avant, les fonds d'investissement étaient plus des fonds étrangers qui intervenaient depuis leur base, qui prenaient des participations, même si le public ne savait pas, même si les gens n'en parlaient pas. Parce qu'on a cette particularité au Sénégal, on a un manque d'asymétrie de l'information. Des choses se passent dans ce pays, mais on a l'impression que rien ne se passe. Mais parce que tout simplement, l'information ne circule pas. Les gens ne jugent pas nécessaire d'en parler. Mais les détenteurs d'informations ne donnent pas aussi quand même les informations. À quoi bon? Je pense que tant qu'aujourd'hui, on ne sent pas la nécessité de donner une information ou que le fait d'en parler n'apporte rien à une entreprise, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en parler. Par contre, c'est là où il est intéressant, où il serait intéressant pour l'État de définir un environnement permettant en fait de pouvoir partager cette information dans un souci de transparence, mais aussi dans un souci de pouvoir inspirer d'autres. Je vais insister sur ce mot parce que inspirer aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure façon de faire évoluer les choses, tellement qu'on a énormément de choses à faire dans ce pays. Mais si on a l'impression que cette chose est impossible alors qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, on va rester dans cette certitude, dans cette fausse incertitude, jusqu'à ce que soit... Donc vous prenez qu'on mette en exergue nos champions et le travail de nos champions, c'est ça? Je pense que c'est une nécessité, mais non seulement les mettre en exergue... L'État n'est pas le seul responsable quand même. L'État n'est pas le seul vecteur d'information quand même. En fait, il ne s'agit pas de responsabilité, il s'agit de cadre réglementaire. Aujourd'hui, quand une transaction se passe en France, les gens en parlent de façon normale, naturelle, en France ou ailleurs. Mais ici, les transactions se passent, mais à huis clos. La question, c'est de se dire pourquoi. C'est à l'État maintenant de dire, désormais, toutes les transactions de fusion, acquisition ou d'investissement dans les sociétés privées doivent faire l'objet de déclarations, comme on le ferait quand on crée une entreprise. Quand on crée une entreprise, il y a le journal officiel qui, aujourd'hui, dit que Oumou Kalsoum a créé une entreprise, ainsi de suite. Donc, je pense que ça permettrait en fait d'avoir plus de visibilité sur ce qui est en train de se passer sur la place, que l'information puisse circuler vis-à-vis de tous les acteurs, mais aussi que les gens puissent s'inspirer de ce qui est en train de se faire. Et que tout se fasse dans la transparence aussi. S'il n'y a pas de contrainte de transparence, le secteur privé n'a pas ce problème. La seule transparence aujourd'hui qui est imposée au secteur privé... Donc vous faites un clin d'œil au secteur public? Les deux. Vous dites que le secteur privé n'a pas ce problème, donc vous insinuez que le secteur privé a ces problèmes, c'est ça? Non. Public. Le public, je vais me repréciser. On est sur un marché où il faut un régulateur et des acteurs. Les acteurs vont évoluer dans un cadre réglementaire bien défini. Si le cadre réglementaire ne spécifie pas aujourd'hui que les transactions d'entrée en capital, de fusion, d'acquisition, de rachat des entreprises privées doivent faire l'objet de déclarations, il n'y a rien qui va les motiver à le faire. Maintenant, c'est même à l'autorité de réglementation de dire désormais que toutes ces transactions doivent faire l'objet d'une publicité, que les gens sachent que l'actionnariat de l'entreprise de Oumou Kalsoum a évolué dans ce sens, que tel est rentré dans le capital, tel est sorti, tel contrôle, tel ne contrôle pas. Mais au rythme où on est en train d'avancer, ça veut dire quoi? Il peut y arriver que des fonds d'investissement détiennent une entreprise et que nous pensions que cette entreprise, elle est nationale dans le sens souverain de la chose.
Et il y a des cas aujourd'hui, il y a des entreprises, les gens pensent que c'est des entreprises nationales détenues par des nationaux à 51%, alors que les nationaux sont extrêmement minoritaires dans ces entreprises. Lesquels? Donnez-nous des exemples. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Si on veut, on peut parler du cas de l'entreprise de Lima, LBG, qui fait le lait. C'est une entreprise nationale fondée à la base par cela, mais l'actionnariat a bien évolué de sorte à ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est détenue minoritairement par des Sénégalais. Donc, je ne rentre pas dans le pourquoi ou la raison, mais c'est des situations qui aujourd'hui... C'est important, je trouve que c'est important de dire le pourquoi et la raison, et pour éviter, dans l'avenir, pareille situation. Non, pourquoi l'éviter? Pour ceux qui veulent se lancer, oui, allez-y. Il n'y a pas de raison de l'éviter, à mon sens, parce que les entreprises cherchent des capitaux pour se développer. Oui, pour se développer, mais quand on a un capital et qu'au finish, on est minoritaire aussi, c'est un problème. C'est des choix. C'est des choix et qui sont assumés. Et encore une fois, j'ai dit, on est dans le secteur privé, ce n'est pas une entreprise publique, ce n'est pas une entreprise parapublique, c'est une entreprise privée. Maintenant, il est sûr que ce que le fondateur des sociétés cherche, s'il y a une expertise locale, s'il y a les fonds locaux qui peuvent leur permettre de l'avoir, c'est sûr qu'ils vont aller chercher. Est-ce que vous ferez ce choix-là, d'ouvrir votre capital et d'être minoritaire au finish? Personnellement, non. C'est une question de conviction. Mais c'est des choix qu'il faut assumer. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui sont prêts à vendre leur entreprise, à faire ce qu'on appelle du cash out, mettre l'entreprise entre les mains d'étrangers pour tout simplement prendre leur argent. C'est des choix qu'il faut respecter. Mais dans un souci de dire, comme on dit, de legacy, d'héritage et de contrôle de notre économie, d'autres diront, je préfère aujourd'hui ne pas vendre mon entreprise à un étranger, je préfère en local. Mais encore faudrait-il que les acteurs locaux puissent être intéressés et jouer ce rôle en fait qu'on attend d'eux. C'est là en fait je pense qu'aujourd'hui dans l'état des lieux, l'écosystème a bien évolué, pour revenir à votre question. De dire les fonds se sont développés au fur et à mesure, dont le plus agressif et le plus connu c'est le fonds IEP, investisseurs et partenaires, qui a vraiment cassé si vous voulez ou démocratisé l'investissement dans les PME, que les gens connaissent bien, avec Jean-Michel Severino qui était à l'AFD, puis plus tard qui a monté Proparco plutôt, plus tard qui a monté le fonds. Et je pense que le réinvestissement dans pas mal de PME a apporté des fruits et a fait comprendre que les PME avaient besoin de cet accompagnement, mais pas seulement de la dette bancaire. Ils sont rentrés dans Colaser, ils sont rentrés dans d'autres sociétés où il y a eu des sorties qui ont été effectives. Et je pense que ça a donné un déclic pour que les gens se disent qu'il faut de la dette, le secteur bancaire doit jouer ce rôle, mais il faut aussi des sociétés d'investissement qui puissent apporter de l'argent frais dans le haut de bilan pour pouvoir accompagner ces développements. Plus tard, ils ont lancé leur véhicule PME, PMI avec Teranga Capital. Je pense que la même année, nous, on est arrivé pour lancer M&A Capital. Mais en lançant M&A Capital, on avait aussi cette ambition de faire comprendre qu'un fonds d'investissement ou une société d'investissement, il ne fallait pas s'appeler Jean-Paul ou Abraj ou un Américain pour le faire. Que des Sénégalais pouvaient aujourd'hui mettre leur économie, leur épargne et créer des sociétés d'investissement pour accompagner d'autres acteurs. Justement, est-ce que vous pensez, vous êtes acteur du secteur, vous êtes plein dedans, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez que ces fonds d'investissement ont un impact dans notre économie? Absolument. Donnez-nous des exemples, des cas concrets pour qu'on puisse savoir, pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent savoir que ces fonds d'investissement ont un impact vraiment sur l'économie nationale. En fait, le raccourci, il est bon, mais il faut remettre les choses dans un contexte très cartésien. C'est de dire quoi? Une entreprise aujourd'hui, ce sont les entreprises qui font l'économie, ce n'est pas l'État. L'État définit le cadre et les entreprises jouent le rôle. Une entreprise, c'est quoi? C'est un capital de départ qui aujourd'hui, au fur et à mesure que l'entreprise croît, a besoin de ressources supplémentaires. Ces ressources supplémentaires peuvent être de la dette bancaire ou bien du capital additionnel. La dette bancaire, c'est les banques qui le jouent. Mais les banques aussi ne vont jamais accepter de prendre plus de risques que les associés ou les actionnaires. Oumou Kalsoum ne peut pas avoir son entreprise, mettre 100, et moi, banque, me demander de venir mettre 1000. À moins que Oumou Kalsoum me dise qu'il a un avion qui peut apporter en garantie, en hypothèque, je suis prêt à prendre. À partir de ce moment, il faut qu'il y ait des acteurs qui viennent aujourd'hui renforcer les fonds propres, les capitaux des entreprises, pour leur permettre non seulement de croître, mais de pouvoir faire un leverage financier vis-à-vis des banques. Sous cet angle aussi simple, les fonds d'investissement ou les sociétés d'investissement sont des acteurs, pour ne pas dire des piliers de notre économie. Et le fait aujourd'hui qu'on ait ce retard au Sénégal, parce que ce soit le Sénégal ou dans les pays francophones,
à mon sens, est beaucoup lié au fait que les gens n'investissent pas beaucoup dans des entreprises ou dans des PME ou dans des startups. L'investissement en capital est différent de l'investissement en dette bancaire. Dans le sens où, là, on attend un rendement parce que la valeur a été créée, mais à la banque, que vous soyez positif, que vous soyez négatif, vous lui remboursez ce que vous lui devez. Et souvent, une entreprise, c'est un pari. La première année peut être, on peut s'attendre à avoir 10, mais on a 5. Mais 5 ou 6, la banque, vous lui remboursez son échéance. Alors que si je mets de l'argent en tant que fonds d'investissement, vous attendez 10, mais vous avez 5, on va patienter. On va au contraire trouver les moyens de renforcer le dispositif. S'il faut remettre de l'argent, on va le mettre suivant des formes différentes, que ce soit en obligations non convertibles, que ce soit en actions subordonnées. Mais on va accompagner en fait l'entreprise, l'acteur économique, jusqu'à ce que la valeur soit là. Et dans ce sens, une entreprise n'a pas vocation à rembourser des dettes, mais elle a vocation à créer des valeurs. De la valeur pure dure, de la profitabilité. Et ce profit qu'on attend aujourd'hui, c'est ça qui permet à une économie de pouvoir dire que mes acteurs sont en train de régénérer leur argent. De façon très terre à terre, si vous mettez aujourd'hui dans une activité MI, à la fin de l'année, vous avez perdu de l'argent, vous vous êtes retrouvé négatif. La deuxième année, vous êtes négatif, vous allez fermer. Et quand vous fermez, quel est l'impact? Vous allez licencier le personnel, vous n'allez plus payer de taxes. Et ces personnes que vous licenciez, l'impact social, c'est quoi? Ils vont se retrouver sur le marché de l'emploi, grossir le rang des chômeurs, créer en fait une certaine pression sociale qu'on est en train de vivre. Et c'est là où en fait qu'il faut qu'on ramène toutes ces notions d'ordre bancaire, d'ordre fonds d'investissement à une réalité économique, à une réalité individuelle et sociale. Par exemple, excusez-moi de vous couper la parole, quand on se penche sur le secteur agricole sénégalais, on arrive de loin ou de près, on n'a pas besoin d'être expert pour voir l'impact du secteur dans l'économie nationale et dans le quotidien de nos concitoyens. Alors, je reviens à ma question. Alors, aujourd'hui, le fonds d'investissement, est-ce qu'il y a de concret que les fonds d'investissement ont joué dans l'économie nationale aujourd'hui, si on devait l'évaluer ou le citer nommément? Écoutez, ce que vous me dites, c'est un peu délicat dans le sens où on peut parler de certains cas, mais ce sera très difficile. Allez-y, on peut tout se dire ici. Non, c'est très difficile. Nous sommes quand même des professionnels et sur beaucoup de transactions, nous sommes liés à ce qu'on a parlé NDA. C'est des non-disclaimer. Mais si c'est des projets au profit des populations, je ne vois pas l'intérêt On est en train de parler du secteur privé, on est en train de parler des gens qui ont leur propre business, qui aujourd'hui, il y en a qui ont été, si vous prenez le cas de l'agriculture, il y a des informations qui sont dans le public, que le fonds bio, par exemple, le fonds belge bio. Donc c'est un problème pour les fonds d'investissement du côté du privé, parce que là, vous hésitez à me donner des informations et tout devait être transparent. C'est un problème alors? Non, ce n'est pas une question de transparence. La transparence, c'est de dire ce qui est dans le public, mais ce n'est pas de dire ce qui est dans le privé. Partagez ce qui est avec nous les informations. Je suis désolé, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? Si vous regardez, c'est vraiment disponible, il y a des fonds d'investissement qui ont accompagné des secteurs privés. Si vous prenez le cas de SCL qui a été accompagné par le fonds bio, aujourd'hui, je pense que c'est un des leaders dans le Nord. Vous pouvez prendre aussi d'autres fonds qui sont rentrés dans le secteur bancaire, qui les ont beaucoup accompagnés, que ce soit ECP qui est là depuis un moment, qui est rentré dans Eurobank, dans Ecobank. Donc je pense que l'action des fonds aujourd'hui dans les sociétés, dans le secteur privé, c'est indéniable. Par contre, là où c'est intéressant, et je pense que c'est le sens de votre question, on ne sent pas encore l'émergence de nouveaux types de fonds capables d'accompagner le deuxième segment et le troisième segment, c'est-à-dire les PME et les entrepreneurs. On va y arriver, oui. Voilà. C'est là où, en fait, je pense, alors que ces acteurs, que ce soit PME et entrepreneurs, représentent l'essentiel de notre tissu économique en nombre, en volume. Donc, profitabilité pour profitabilité, ce qui arrive aux banques de dire je préfère faire une transaction avec une grosse entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires d'un produit net bancaire assez intéressant au lieu d'accompagner 100 ou 300 entreprises est en train de se répéter dans les fonds. De dire je mets de l'argent dans une grande entreprise bien structurée qui a ses process, que ce soit Sedima, que ce soit Ciment du Sahel, plutôt que d'aller chercher 100 ou 200 ou 300 PME où je peux mettre de l'argent pour les accompagner. C'est là où la réflexion, je pense, se pose actuellement. Il y a une évolution, pour finir sur ce point cartographie, Teranga est arrivé, M&A Capital en même temps pratiquement, parce qu'on est là depuis 2016 avec un portefeuille qui grossit. Il y a Grofin qui est là aussi assez présent. Le fonds souverain, fonds 6 qui a mis de l'argent dans Teranga Capital pour pouvoir
appuyer les PME davantage et qui a créé un autre sous-fonds dédié à l'agriculture dans le Nord. D'ailleurs, vous en parlez tout à l'heure. Mais tout cela, c'est pour apporter de l'argent frais qui n'est pas de la dette, mais qui permet à l'entreprise... Qui profite à ces fonds? Le secteur privé uniquement, le secteur public ou les deux? Tout l'écosystème. Tout l'écosystème. Tout l'écosystème. Parce que quand le secteur privé se porte bien, l'État se porte bien, les couches sociales se portent bien, et les privés ont envie de remettre de l'argent parce que tout simplement, ils y trouvent leur compte. Et je pense que c'est ce dynamisme-là qu'il faut garder en tête. Si le secteur privé se porte bien, l'État se porte bien. Ce n'est pas parce que l'État se porte bien que le secteur privé se porte bien. Et c'est là où on en est actuellement dans ce pays. Si vous vous rendez compte, quand l'État a des difficultés de paiement, on se rend compte que les entreprises, tous, quand les difficultés s'aggravent, toutes les entreprises sont à plus de 37 degrés, tous malades à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est en train de jouer un rôle qui n'est peut-être pas le sien, de créer de la valeur. C'est aux entreprises, au secteur privé de créer de la valeur. Avec l'accompagnement de l'État aussi du Sénégal. Forcément. Mais quelque part aussi, en tout cas au Sénégal, on a l'impression quelque part aussi que l'État mine ou plombe, peut-être c'est des mots forts, l'activité de certaines PME et PMI. Parce que certains entrepreneurs travaillent en étroite collaboration avec l'État du Sénégal et elles sont endettées et l'État, le mécanisme de remboursement aussi prend du temps et à la longue, ces PME ne tiennent pas. Il n'y a pas que les PME, même les grandes entreprises ne tiennent pas. Et comment changer cette donne? Quelque part, ça mine l'activité de ces entreprises. Non, en fait, il faut redéfinir les rôles, à mon sens. En quoi faisons? Aujourd'hui, quand il s'agit des investissements de développement, d'infrastructures de développement, comme quoi ramener de l'eau quelque part, il faut qu'on puisse lister les types d'investissements et que l'État se concentre sur tout ce qui est impact social et laisser au secteur privé tout ce qui est investissement productif. Quand on dit investissement productif, ça veut dire qu'on met un pour sortir un plus quelque chose. Ça, si l'État accompagne le secteur privé, ils sont en mesure de le faire. Quand je parle du secteur privé, je veux aussi être très clair, je parle du secteur privé national. Parce qu'à ce niveau aussi, il est important. Et je pense qu'il y a toute une démarche à initier avec beaucoup de courage et de responsabilité pour identifier le secteur privé national du secteur privé juridiquement national. D'accord? Si aujourd'hui, maintenant, l'État prend le risque d'être un donneur d'ordre, d'exécuter des projets et des chantiers et d'embaucher le secteur privé, il est évident que quand il y a des contractions budgétaires, parce que l'argent de l'État, ce n'est rien d'autre que les taxes et les impôts qu'il collecte des privés, qui reviennent et que l'État a encore réinjecte. Et c'est l'actualité parce que le projet de loi de la loi de finances 2020 est disponible. On a vu que, excusez-moi, c'est l'actualité aussi, il faut qu'on en parle. Le président Macky Sall est dans sa logique de resserrer le budget de l'État, réduire le train de vie en tout cas de l'État. Et dans le document, on s'est bien mis en exergue un budget de rupture. On en était à 4 000 milliards de budget, aujourd'hui on est à 3 700 et quelques. Et on sait qu'on vit majoritairement d'impôts pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Écoutez, il fallait s'y attendre, je pense, parce que quand on a un budget, je crois que le président lui-même l'a dit. De 3 700 actuellement. À 3 700, mais il faut voir un peu ce budget, comment c'est arrivé là. Et surtout les postes de dépenses, entre les salaires, entre la dette, le service de la dette. En face, on a quoi? Je pense que quand on regarde le niveau d'endettement qu'on a eu ces dernières années, la question se pose, est-ce que ces endettements étaient des endettements productifs? Quand on regarde aujourd'hui le ratio taux d'endettement sur notre PIB, qu'on le rapporte aussi notre niveau d'investissement sur le PIB, la croissance est complètement opposée. C'est du 16% en évolution entre 2016 et 2018, contre du 37% sur la même période. C'est vrai que le Fonds monétaire international lance des alertes, mais pour le moment, on respecte le plafond édicté par l'UEMOA, c'est-à-dire les 70% du PIB. Donc on n'en est pas encore là. Écoutez, moi, je vais être très simple et très clair. Il y a une fameuse expression, quand on a grandi un peu, on a entendu cette expression qu'on garde toujours, la croissance, ça ne se mange pas. Ces ratios et tout cela, c'est bien, mais si on est en deçà... Il faut que les populations sentent l'impact. Si on est en deçà de ces ratios, que ce soit des ratios budgétaires d'ordre communautaire ou d'ordre FMI, et que derrière, au niveau des populations, au niveau des acteurs économiques, on a une situation qui est en train de tuer tout le monde, il faut se remettre en cause. Il ne faut pas se réfugier derrière des chiffres ou derrière des concepts alors qu'on est en train de mourir. C'est comme avoir faim, regarder une photo d'une cuisse de poulet et se dire que, écoute, j'ai pas faim, il y a une cuisse de poulet en face de moi. Il faut qu'on soit un peu plus lucide par rapport à tout cela. Aujourd'hui, le cycle qu'on est en train, notre méthode de développement, d'endettement a montré ses limites. Ces limites, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a fait un niveau d'endettement assez poussé ces 3 dernières années, avec des chantiers monstres.
qui nous ont amené à un niveau de dette extrêmement poussé. Et même là, il faudra nuancer, parce que comme je disais tantôt, si on a pris beaucoup de dettes, et sur les dettes, c'est les 70% qui ont été investis, mais les 30% ont été mis en dépenses opérationnelles, en fonctionnement, ça veut dire que le mécanisme, il n'est pas bon. Il faut qu'on puisse se poser et qu'on réfléchisse. Et cette réflexion doit être appuyée par 2 faits. Au 30 juin, la BCEAO déclare que les banques ont en dépôt à terme presque 2178 milliards de dépôts à terme dans les banques. 2178 milliards sur un budget de 4 000, on est en train de parler de 50% du budget du Sénégal. Si on rajoute le solde créditaire des comptes courants, c'est établi à 2800 milliards. Mais je laisse passer le solde des comptes courants pour m'appuyer sur le dépôt à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des acteurs aujourd'hui qui ont de l'argent, mais qui préfèrent le mettre dans des dépôts qui sont rémunérés à 3%, 4%, 4,5%, 5%, alors qu'on est convaincu, à moins que les gens ne soient pas convaincus, que investir dans une PME ou des entreprises peut rapporter un rendement supérieur. En France, il y a eu ce slogan, le PEA n'est plus rentable, mais les PME le sont. Mais dites-vous bien que le slogan en France, c'est de dire entreprise française, PME française, osez l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est beaucoup plus rentable en fait que la France. Si on n'est pas capable aujourd'hui de modifier, de réorienter en fait cet argent qui dort dans les banques via des dispositifs d'incitation, aujourd'hui de mettre en place des plans épargne DAT-PME, des DAT-PME, des plans épargne PME plus intéressants, pour que les acteurs économiques réorientent l'argent vers l'économie, l'État sera obligé toujours de taper plus fort sur les entreprises pour avoir plus d'impôts, de taxes, pour pouvoir les rembourser à nouveau. Mais c'est de l'argent qui tourne dans une base communicante, ça ne va jamais grossir. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes bien sur la 90.3 e-radio, vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Oui, Mokhtar Sarr, cofondateur et PDG de M&A Capital, une société d'investissement, est notre invité. Nous allons prendre le cas du Sénégal, il ne faut pas chercher loin. De nombreuses micro-entreprises, après 1 an d'activité, mettent la clé sous le paillasson. Vous êtes d'accord avec moi? Parfois même bien avant 1 an. Est-ce que justement les fonds d'investissement ne sont pas les gros poissons qui viennent étouffer ces PME et TPE, c'est-à-dire les toutes et petites moyennes entreprises? Non, absolument pas. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui déjà l'écosystème cherche d'acteurs fonds d'investissement, sociétés d'investissement pour accompagner ces TPE et ces PME. Aujourd'hui, le gap à combler est énorme. M&A Capital, Growfin, Teranga Capital, tous ces fonds qui existent, nous n'avons pas encore les moyens qui nous permettraient d'avoir un impact consistant. Nous essayons d'inspirer, mais il faut plus que cela. Par contre, le problème en fait de ces acteurs aujourd'hui, si vous demandez pourquoi une PME ferme rapidement, la première chose c'est l'absence de marché. L'accès à la commande publique est très problématique, on le dit. Pour pouvoir aujourd'hui bénéficier d'une commande, il faut être au courant de l'information. Ça pose la question de l'asymétrie de l'information dans nos environnements. Ensuite, il faut répondre à tellement de critères qui sont fixés par l'administration dans les appels d'offres. La lourdeur de l'administration, les procédures. Pas seulement de lourdeur, ce n'est pas des procédures, c'est fait à dessein. Parce que quand on pose un marché qui n'a jamais existé dans ce pays, et qu'on dit qu'il faut un acteur qui a 3 ans d'expérience, ça veut dire quoi? À qui la faute? C'est ce qui définit les termes de référence. Qui définit? C'est l'État. C'est l'État. Aujourd'hui, quand on pose un projet, on dit un projet innovant, c'est un projet neuf, et on dit il faut l'avoir fait 3 fois, au moins 3 expériences. C'est comme quelqu'un qui recrute, et tu dis avoir 10 ans d'expérience. Tu exclus d'office, en fait, c'est ce qui sort d'école. Mais non, c'est de dire quoi? Il faut qu'on ait confiance en l'expertise. Le Sénégal a un système éducatif le plus poussé. On a un système aujourd'hui des entrepreneurs qui sont extrêmement brillants, qui peuvent aujourd'hui répliquer avec les nouvelles technologies tout ce qui se passe. On est des champions aussi qui, même s'ils ne sont pas traités en roi dans ce pays, sont traités en roi dans d'autres pays. Je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus confiance en nous-mêmes, qu'on puisse avoir confiance en notre identité, en notre expertise qui est reconnue ailleurs, et que l'État se dise en fait en face, j'ai des partenaires. Aller chercher quelqu'un pour venir faire des ponts, c'est inadmissible au XXIe siècle. Donc, dans la problématique de la viabilité des PME et PMI, donc vous dégagez votre responsabilité en tant que société d'investissement. Donc, les fonds d'investissement n'ont aucun rôle à jouer dans cela. Et pourtant, si on prend le cas de la Grèce, les fonds d'investissement ont miné
ont miné l'économie de la Grèce. Il faudrait d'abord qu'on puisse revenir sur ce point, qu'on nous donne un cadre d'expression. Aujourd'hui, quand on parle de fonds d'investissement ou de sociétés d'investissement, il n'y a pas de cadre nous permettant d'évoluer. Et pour le cas de la Grèce? Je n'ai pas idée sur le cas de la Grèce. Donc parce que c'est des environnements qui ne sont pas du tout pareils que le Sénégal. Et je pense que c'est un niveau de maturité. Comme on dit, ils ont dépassé de loin notre situation. Nous, on est aujourd'hui en manque de fonds d'investissement ou de sociétés d'investissement pour accompagner notre économie. On n'a même pas un cadre réglementaire permettant de dire si quelqu'un aujourd'hui crée un véhicule, une société d'investissement pour investir dans d'autres pays, il est exonéré de l'impôt sur le revenu, on ne le taxe pas pendant 1 an, 2 ans, parce que tout simplement, il est en train de faire un rôle qui l'État devrait faire. Mais l'État vit de taxes aussi. L'État ne peut pas vous exonérer de taxes pendant 2 ans. On ne va pas s'en sortir. On vient de le dire, notre budget est dominé majoritairement d'impôts. Je ne vais pas faire la comparaison avec les sociétés étrangères à qui on fait des exonérations, c'est une chose, mais si on exonère aujourd'hui des projets qui portent sur des centaines de milliers... Vous connaissez des sociétés qui sont... Oui, allez-y, c'est le moment de le dire. Non, mais en fait, c'est pas... Je veux dire, toutes les sociétés qui sont aujourd'hui dans l'exploration, que ce soit dans le zircon au niveau de Mboro, avec GCO, c'est les sociétés qui sont dans des projets PPP, c'est des sociétés qui ont des exonérations. Par contre, là où il faut juste s'arrêter 2 secondes, c'est de dire quoi? Les recettes de l'État, c'est pour faire quoi? Payer des salaires, mais créer des emplois aussi. Si aujourd'hui l'entreprise, le secteur privé, dit, écoute, si je paye moins d'impôts, je peux créer plus d'emplois. Il est où le problème? Ça revient à cette notion que j'évoquais toujours, de replacer chacun dans son rôle. C'est au secteur privé de créer des emplois et de créer de la valeur. Mais dans cette création d'emplois et de la valeur, un emploi créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire une consommation soutenue. Si moi, je gagne 1 franc, ou je gagne 0 franc parce que je suis chômeur, et que demain, j'ai un emploi, je gagne 10. Ces 10, je vais les utiliser pour acheter des biens. Ces biens ont déjà subi en fait tout ce qui est taxes et impôts versés à l'État. On est en train d'accélérer le processus de consommation nationale et l'État s'y retrouve. Parce qu'il ne faut pas oublier le fait qu'aujourd'hui, le prélèvement à la source, notre système fiscal, qui fait que quand tu achètes un bonbon, tu as payé la TVA, que tu le saches ou tu ne le saches pas. Que tu reçois un ticket de caisse ou pas, mais tu l'as déjà payé. De 18%. De 18% à l'entrée. Donc, si on revient sur ce mécanisme, ça veut dire que plus d'emplois, plus d'activités, TVA sur le chiffre d'affaires, retenue sur les salaires, impôts sur le revenu, déclaration 5% pour les prestataires, l'État s'y retrouve à la fin de la journée. Donc, si l'État se campe dans son rôle réglementaire de stimulateur de l'activité, définition d'un cadre d'accompagnement, le secteur privé pourra prendre le relais pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, plus d'activités, embaucher et de facto permettre à l'État. Par contre, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le temps du privé n'est pas le temps des politiques. Il faut oser le dire. Allez-y. Le temps de structuration d'une entreprise, ce n'est pas un mandat de 5 ans ou d'une filière. Et souvent, les politiques sont définies sur des mandats bien définis, des mandats politiques. Le secteur industriel. Pourquoi il n'y a plus d'industrie au Sénégal? On ne peut pas structurer une industrie en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Opérationnellement parlant, ce n'est pas possible. Techniquement parlant, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Aujourd'hui, montez votre télé, branchez votre télé, ça vous prend quelques minutes. Mais si on vous démonte votre télé et qu'on vous demande de l'assembler, ça vous prendra pratiquement 2 jours, 3 jours. Si on vous demande maintenant de créer une télé, vous êtes dans une société, le temps que ça vous a pris de monter cela, ça vous a pris pratiquement 1 an de maturation. 1 an pour mettre en place le process. Et il faudra peut-être 1 an, 2 ans pour voir un plus devant votre chiffre. On a déjà atteint 4 ans sur les mandats de 5 ans. Si on est plus regardant sur les ressources qu'on est en train de collecter sur les taxes, on ne va jamais passer du temps à structurer proprement notre économie. On va juste... Donc la politique politicienne tue l'économie, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? C'est pas une question de politique politicienne, c'est une question de vision, je pense. Parce que vous parlez de mandat, ça c'est de la politique. C'est la politique que gouverne en réalité. Aujourd'hui, mais quand vous parlez de mandat, on arrive à lire entre les lignes que vous parlez de bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est ce que je suis en train de dire, je pense qu'il y a un grand écart. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Qu'on puisse se rendre compte que structurer notre économie, notre industrie et notre secteur privé prend plus de temps que 5 ans et 7 ans. Vous proposez quoi? Aujourd'hui, ce que je pense, à mon humble avis, avec ma très petite position, je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder et se donner du temps. Maîtriser le train de vie de l'État nous permet de ne pas subir en fait la pression budgétaire.
Si aujourd'hui, à la fin du mois, on doit payer des salaires, on doit payer les frais généraux de l'administration, électricité et tout cela, on doit payer le carburant, les déplacements, il est évident qu'on aura plus intérêt à se concentrer sur des activités qui rapportent de l'argent tout de suite, plutôt que sur des activités qui vont prendre du temps, mais qui auront plus de valeur à créer. Ça veut dire quoi? Importer un conteneur, c'est des droits de douane qui sont payés tout de suite. Mais construire une usine, c'est quelque chose qui va générer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est ce pari-là qu'il faut oser prendre. Et se dire peut-être qu'on ne sera pas là, mais il faut garder à l'évidence, aucune génération dans les pays développés n'a goûté aux fruits de son travail. C'est ce qui ont fait le métro en France, ne sont jamais rentrés dans le métro. C'est ce qui ont fait la grande mosquée de Touba. La plupart d'entre eux n'ont pas prié dans la grande mosquée de Touba. Ce sacrifice générationnel, je pense qu'il faut que tout un chacun puisse l'intégrer si on veut changer de façon structurelle notre économie et passer à quelque chose où les générations futures vont profiter pleinement. Une bonne transition pour parler peut-être pareil de l'émergence des champions nationaux. Peut-être peut-on avoir des champions nationaux s'ils sont concurrencés quelque part par les fonds d'investissement? Les fonds ne sont pas là pour concurrencer les champions. Je ne pense pas que... Parce qu'il ne faut pas perdre de vue ce que je disais au début. Un fonds vient pour accompagner un acteur, mais pas pour créer quelque chose pour concurrencer. En général, les fonds ne sont pas dans le business développeur. Ça veut dire quoi? Les gens ne vont pas mettre de l'argent dans un fonds et dire au fonds d'aller créer quelque chose. Mais souvent, ils trouvent quelque chose qui existe en se disant, si je mets de l'argent, ça peut grandir. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi ils sont rentrés dans les ciments du Sahel, dans Madforce. Si on prend le fonds ECP avec IHS au niveau du Nigeria, qui a mis énormément d'argent dedans. Donc les fonds ne se positionnent pas en concurrent. Le problème des champions nationaux, je pense que c'est un problème qui est tout autre, qui revient à tout ce qu'on est en train de dire. Qu'on puisse croire en ces gens-là d'abord. Quelle est votre mission, vous, en tant que société d'investissement, un militant des fonds d'investissement? Quel est votre apport pour créer plus de champions nationaux au Sénégal? Nous, aujourd'hui, notre apport, c'est très simple. À notre maigre niveau, et comme on dit, on n'a pas 1 euro dans notre actionnariat ou dans les fonds. On parle de 30 millions, c'est ça? On est sur le dernier last closing qui tourne. Oui. Mais so far, jusqu'à présent, aujourd'hui, on a 30 millions de dollars, soit 17 milliards de francs CFA. C'est notre ambition et notre objectif. Pour le moment, je pense qu'on est à peu près un peu moins de 3 milliards investis dans le secteur de l'éducation. On a investi pour accompagner l'école Bills qui est derrière Anjahirat, qui permet aujourd'hui non seulement de créer des emplois, mais aussi de créer un cadre assez innovant qui tourne. D'investir aussi dans toute la partie PME avec Afridev où on a mis de l'argent, PAPS qui est dans la livraison, mais où on est sorti complètement. Vous êtes pourquoi? Non, c'est des choses qui sont normales dans la vie des fonds, comme je disais tout à l'heure. C'est déjà une... Mais est-ce que vous pensez que vous êtes sorti au bon moment? C'est voulu. Ça ne sert à rien d'accompagner une PME et de la sevrer comme ça brutalement. L'investissement en capital, c'est un mariage d'idéologie et de vision. Si les visions ne sont plus alignées, ça ne sert à rien de continuer. Si vous voulez aller ensemble et que votre partenaire veut aller à gauche ou à droite, mieux vaut aujourd'hui passer à autre chose. Ça, c'est les faits. Mais il faut toujours chercher un consensus. Même pour les mariages, vous avez pris l'exemple du mariage, même devant le juge. Avant le divorce, le juge essaie de jouer au médiateur. Tant que c'est possible, effectivement. Donc, ça nous arrive. Là, on a lancé depuis 2018 la chaîne de pâtisserie hors de Dakar, au Merveille Pâtisserie à Touba, avec un investissement assez poussé on est pratiquement monté à 250-300 millions. On a ouvert Tivaouane lundi dernier, sur le même montant d'investissement. Et ce qui est intéressant dans notre modèle d'investissement, non seulement ça crée de la valeur des emplois, parce qu'on est sur des ratios de transformation de 1 emploi pour chaque 13 millions ou 14 millions qui est investi, mais on a voulu aussi derrière faire comprendre que le financement participatif jouait un rôle important dans le développement de nos économies. Donc que ce soit sur Touba ou sur Tivaouane, à chaque fois qu'on a atteint entre 60 et 70% de l'investissement, les Sénégalais, lambda, se sont joints à nous pour dire nous mettons nos maigres économies pour qu'on investisse avec nous. À ce moment, je pense que c'est là où on en est. On est très content de ce qu'on est en train de faire, même si c'est très loin de notre objectif. Mais encore une fois, l'objectif majeur de M&A Capital et de nous-mêmes, que ce soit moi ou mon CEO et c'est tout, c'était de dire notre vocation, c'est d'inspirer. Que chaque Sénégalais, où qu'il puisse être, puisse se dire que nous pouvons faire quelque chose pour faire bouger notre économie. Aller ouvrir une pâtisserie haut de gamme à Tivaouane, proposer des produits qu'on trouve ici, que ce soit la graine d'or ailleurs, c'était une façon de dire aux gens, ce n'est pas parce qu'on est hors de Dakar qu'on n'a pas droit
à des produits, à des services de qualité. 1 million peut faire quelque chose d'énorme. Être hors de Dakar peut nous permettre aussi de vivre une vie qui est beaucoup plus extase. Ça, c'est notre mission. Et justement, Mactar, vous avez parlé de la ville de Touba. Je pense que investir un projet pareil n'est pas fortuit parce que quand même Touba a un enjeu économique important et c'est officiel. On sait que le 18 octobre, cela célébrait le Grand Magal de Touba. On parle de 250 milliards de francs CFA en 3 jours, une manne financière importante. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de comment rationaliser ces fonds et l'injecter dans l'économie nationale pour qu'on sente l'impact de l'événement et une digression peut-être pour parler du tourisme religieux? Déjà, la première chose, je pense, Touba vous le dit, Touba ne vit pas seulement pendant le Magal. Je pense que le Magal est en effet accélérateur. Oui, mais 250 milliards en 3 jours aussi, c'est une manne importante. 250 milliards, il faut les nuancer. Je ne connais pas les bases de calcul. Oui, c'est l'économiste Moubaraglo qui a réalisé l'étude. Il faut être très prudent quand on avance des chiffres parce que le système d'échantillonnage qui aujourd'hui, quand on est en train de parler de 2 millions, de 2,5 millions et qu'on travaille sur une base d'échantillons de 1000 ou 2005, on est parti sur une extrapolation qui peut être très sensible. Mais dans l'un ou l'autre, ce qu'il faut retenir... Mais vous reconnaissez au moins que cet événement occasionne des flux de capitaux importants. C'est là où j'allais en revenir. L'économie du Magal ce n'est pas une économie qui tient sur 3 jours. C'est une économie qui tient sur plusieurs mois. Qui, quand on les fait une petite cartographie, à 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est beaucoup d'investissements en infrastructure, entre guillemets. C'est l'achat de ciment pour la rénovation des maisons, les constructions et autres. Ça, si on ne le capitalise pas dans la démarche, on passe à côté. C'est aujourd'hui de l'aménagement à un moment donné. Pour venir, et après maintenant, le last mile, comme on dit, c'est cette 3 semaines où il y a énormément d'achats de consommation, que ce soit sur du bétail, que ce soit sur le autre. Mais si on veut vraiment traiter l'économie du Magal, la chose la plus prudente, à mon sens, c'est de dire que le Magal peut être considéré comme le 13e mois budgétaire de l'économie du Sénégal. Parce que ça permet, en un temps record, de pouvoir vider les stocks qui doivent être recyclés. Et les stocks dans tous les sens, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'habillement, que ce soit pour les grandes entreprises, quand on regarde demander à Nestlé aujourd'hui ses chiffres à Touba, que ce soit Sonatel quand on regarde leurs investissements et qu'on connaît pour qu'est-ce qui guide les investissements des grandes entreprises. Donc, on est en train d'assister à un effet accélérateur x20, x30 de ce qui se passe dans un mois. Ce qui me fait dire, la seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est de dire le Magal peut être le 13e mois budgétaire de l'État du Sénégal. Maintenant, ce travail consistant à évaluer exactement ce montant doit être fait en relation, si je puis dire, avec les autorités qui peuvent dire comment ça a évolué d'un mois à l'autre. Sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, on commence à glisser et qu'on puisse sortir quelque chose d'intéressant. Mais ça ne change rien sur ce que vous dites, qu'aujourd'hui, Touba représente un enjeu de taille point de vue économique, tant par sa population, parce qu'on est en train de parler d'un cluster de 1,5 million, mais aussi un site qui a un potentiel énorme. Parce que de petits villages à une ville, la 2e ville économique du Sénégal, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le tourisme religieux, oui. Il y a la grande mosquée à visiter, il y a les stations. Mais quand on parle de tourisme religieux, il y a tout un écosystème qui doit suivre. Oui. Et cet écosystème, c'est ce qu'on trouve à Dubaï, c'est ce qu'on trouve à Jeddah, au Maroc. Il nous appartient de le construire. En Arabie Saoudite. Dans le respect de la fonction première de la ville, qui est une fonction religieuse, mais qui n'est pas incompatible avec ce tourisme religieux. Donc je pense que les prochains challenges qui sont là pour vraiment réussir le pari du tourisme religieux à Touba, c'est de pouvoir, au-delà de la mosquée, construire des infrastructures conformes au statut de la ville, mais qui peut apporter une certaine modernité pour pouvoir capter les touristes qui viennent pour passer la nuit, les gens qui viennent pour passer la nuit, qui n'ont pas besoin de connaître quelqu'un ou d'autre, d'avoir un trafic très moderne, d'avoir un accès à l'eau potable, de l'assainissement qui répond aux normes et au statut de la ville, et tout ce qui tourne autour pour en faire vraiment une ville moderne 3.0 carrément. Voilà, et je pense que ce modèle même peut être reproduit à Tivaouane, à Ndiassane, parce que le Sénégal aussi, religieusement, a beaucoup de confréries. Donc pour développer le tourisme religieux, on peut quand même aller voir, après Touba, le faire à Tivaouane.
C'est de fait, mais je dirais plutôt qu'on parle du développement local. Parce que Touba, c'est une localité, Tivaouane, Kaffrine, on va en parler parce qu'on est en train de discuter sur le forum économique de Kaffrine, je pense qu'il y a en préparation. L'objectif, et chaque région a sa particularité. Touba, c'est religieux. Si vous allez à Joal, il y a des choses à visiter parce que tout simplement, il y a des sites historiques. Tivaouane, c'est une ville religieuse à visiter. Donc je pense qu'on est en train de toucher un point important pour dire que le développement local doit être la base, le fondement, les piliers de la croissance économique et du développement. Ce que je disais tantôt, c'est le taux de croissance 6, 7, 8% qu'on nous sort. C'est un taux de 7% qui est attendu en 2020. Ce taux, ce n'est rien d'autre que l'agrégat en fait de ce qui se passe dans chaque région, dans chaque localité. Si chaque localité dégage 0, on aura 0. Si on est conscient de ces enjeux, il faudrait que la croissance ou le développement ou les actions de développement soient orientées vers des villes avec cette ambition de pouvoir consolider, comme disait mon frère Lamine Bara, comme on dit, penser gros, mais agir localement. Ça, si on arrive à le faire, je pense qu'on pourra très rapidement nous rendre compte que le gap entre Dakar et les localités a été absorbé. Et sans risque de me tromper, l'État du Sénégal est en train d'élaborer un plan d'aménagement du territoire avec l'acte 3 de la décentralisation, ce qui permet de ressortir les potentialités de chaque région et de pouvoir injecter l'argent qu'il faut, mettre l'écosystème qu'il faut pour pouvoir aussi développer les villes. Comme vous venez de le dire, Dakar, ce n'est pas le Sénégal. C'est bien, mais il faut penser à impliquer les acteurs locaux dans ces réflexions. Souvent, quand on prend des décisions en s'appuyant sur des réflexions top, comme on dit, on risque d'avoir des problèmes pour les implémenter. Cette réflexion depuis le bas pour monter vers le haut, sortir ce qu'il y a de mieux, je pense que c'est quelque chose qu'il faut adopter dans la démarche pour avoir quelque chose d'assez consistant et d'assez sustainable. Voilà, la suite de l'émission après ceci. Le quiz. Vous avez vu, le temps est passé vite, le débat était riche, je vous vois sourire. C'est le quiz. Ça veut dire quoi ça? On écoute. Ok. J'ai déjà baissé les armes de toute façon. Je ne vous conseille pas de baisser les armes avant d'aller en guerre. C'est comme ça que vous faites. Si vous l'avez fait pour monter votre business, vous n'en serez pas là aujourd'hui. Comme on dit, savoir ses points faibles, ça fait partie aussi d'une lucidité qu'on demande en matière d'affaires. Parole de Mokhtar Sarr. On y va. Première question. Ça, c'est une question cadeau. L'actuel Premier ministre du Royaume-Uni. Bobson? Roy Bobson? Something like that? Boris Johnson. Je sais pas. Vous avez perdu. Bon, devinette. Je suis né le 20 juin 1991 en France. Je suis international sénégalais, évoluant au poste de défenseur central. Je suis sociétaire de Naples. Qui suis-je? Vous m'avez dit que vous êtes très foot. Je reprends. Je suis né le 20 juin 1991 en France. Je suis international sénégalais, évoluant au poste de défenseur central. Je suis sociétaire de Naples. Qui suis-je? Le seul footballeur sénégalais, c'est Aliou Cissé que je connais. Parce qu'il est devenu entraîneur. C'est pas un certain Diawara, quelque chose comme ça? Kalidou Koulibaly. Je vous ai collé encore. Si vous ne m'avez pas dit 91, j'allais dire que c'était Aliou Cissé, mais il n'était même pas central, je pense. Il était au milieu de terrain, c'est ça. Beyrouth est la capitale de la Libye, vrai ou faux? Bon, je pense que c'est faux. La capitale de Beyrouth est la capitale du Liban. Parfait, good. Enfin. Bon. Vous voyez, il ne faut pas vous avouer vaincu. On va faire calcul mental un peu. Vous êtes financier? Ça dépend si c'est de l'argent ou si c'est des chiffres juste pour jouer. Si je vous donne un chiffre, mettez plusieurs chiffres derrière et dans votre tête, dites-vous que c'est des milliards. Ça va vous faciliter la tâche. On va y arriver. On y va? 5 x 5 plus 9. 5 x 5 plus 9, 34. Super, good. C'est parce que vous avez mis des chiffres dans votre tête, vous pensez que c'était des milliards. J'aurais aimé à la sortie d'ici en ramener, mais bon. 9 plus 8 moins 6 fois 2. 9. 22. Attendez, 9 plus 8 moins 6 fois 2. 22. C'est 5. 5. Ouais. Okay. Pi égale 6.22, quelque chose comme ça. 3,14. En quelle année Mike Tyson s'est converti à l'islam? Quel est son nom musulman actuel? Ça rigole pas, hein? Ouais. Vous ne me parlez pas de culture générale du Sénégal, vous me parlez de culture générale hors du Sénégal. C'est ça le problème qu'on a actuellement. Ce qui ne touche pas le Sénégal ne m'intéresse pas.
Ah. Bon. Essayez de donner au moins... Vous me parlez de Yekini, je sais qui Yekini. Mais vous m'avez dit que vous ne regardez pas la lutte, ne vous trouvez pas de prétexte, allez-y. Mike Tyson, c'est Mohamed, je pense. Il est devenu Mohamed, quelque chose comme ça. Il n'est pas devenu Mohamed, il est devenu Malik Abdelaziz en 1990 en prison. C'était la dernière question. Bah, écoute, j'en avais gardé 2 autres, mais franchement, je vous ai tellement collé... Essayez avec la culture générale sénégalaise, ça passe plus. En fait, ça me permet juste de clôturer. Je pense que connaître le Sénégal et ses profondeurs et son histoire devrait être la priorité de tout un chacun. Oui, mais ça, c'est un quiz, c'est un jeu. Ouais. Même le jeu, quand on joue avec notre culture... Ah non, ici, c'est moi qui définis les règles. Je me couche. Merci, Mokhtar Sarr. Vous êtes le PDG et cofondateur de M&A Capital, une société d'investissement, un débat riche. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation et merci pour le temps passé. Merci. Merci à toute l'équipe de ITV. Rendez-vous la semaine prochaine dans Business Bank. Merci.